L'idée, c'est qu'on a un webinaire de 45 minutes. On va faire une présentation pendant à peu près 30-35 minutes et ensuite 10-15 minutes de questions-réponses. Voilà. Donc, on va commencer le sujet de l'économie de l'attention. Peut-être Thibaut, slide suivant pour qu'on se présente rapidement. Donc, moi, je suis Stéphanie Sereanichini. Je suis la fondatrice et la déléguée générale de l'association Cocoya Think Lab. Cocoya Think Lab est spécialisé dans la sensibilisation des particuliers aux usages du numérique, aux usages éthiques et responsables. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a sensibilisé 20 000 personnes aux usages numériques. Thibaut. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Thibaut Vigier et je travaille du coup avec Stéphanie plutôt sur la partie sur le projet YAP Grizzly Tech. Donc Grizzly Tech, c'est une société de formation de professionnels et de conseils sur les usages du numérique. Donc, on va vous présenter un peu l'ordre du jour. Donc, le webinaire se décline en 3 parties. La première partie, c'est de vous brosser un petit peu les contours de ce qu'on appelle le modèle économique des plateformes gratuites, donc l'économie de l'attention et ses mécanismes. Donc, vous donner un petit aperçu et vous dire ensuite, dans une deuxième partie, dans quel cadre ce travail sur l'économie de l'attention s'inscrit, sachant que, en fait, il s'inscrit dans un projet européen qui s'appelle Your Attention Please et qu'on mène en France, en Belgique et au Portugal. Et la dernière partie vous permettra d'avoir des éléments sur comment participer, comment avoir des informations sur ce projet. Donc, si on commence sur l'économie de l'attention, l'idée, c'est donc de vous faire une petite introduction. Déjà, circonscrire le sujet au fait que quand on parle d'économie de l'attention, on ne parle pas de l'attention des élèves, de la capacité de concentration et d'attention des élèves dans le cadre scolaire. Mais on parle d'un sujet un petit peu différent. On parle d'un modèle économique qui permet aux plateformes gratuites d'avoir des ressources pour… Juste un petit point d'introduction. Alors là, il y a un peu de bruit. Voilà. Juste une petite introduction, dire que le mot économie de l'attention, c'est pas nouveau. Ça date des années 70, c'est apparu dans les années 70. C'est le prix Nobel d'économie, Herbert Simon, qui a utilisé ce terme. Et je voudrais vous donner la définition, l'explication qu'il a donnée sur l'économie de l'attention. Il explique que la richesse d'informations entraîne une pénurie d'autre chose, une rareté de ce que l'information consomme. Or, ce que l'information consomme est assez évident, elle consomme l'attention de ceux qui la reçoivent. Et donc, c'est un concept qui existe depuis les années 70, mais aujourd'hui, avec le développement des outils technologiques, avec le fait qu'on a son smartphone sans arrêt sur soi, et que, en gros, vous faites tout ça, vous allez sur votre smartphone pour savoir l'heure, vous avez fait 3 likes, regardé 4 photos, répondu à 4 messages, répondu à votre challenge Duolingo, et vous quittez votre smartphone, vous avez oublié de regarder l'heure. En fait, vous vous rendez bien compte que votre smartphone capte votre attention. Et donc, c'est devenu un sujet qui est un petit peu au cœur des préoccupations aujourd'hui. Et l'idée, donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, pour fonctionner, les plateformes gratuites comme YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook ont besoin de trouver un modèle qui leur permet d'avoir des ressources pour financer leur fonctionnement. Et ce qu'elles utilisent, c'est votre attention. Pourquoi? L'idée, c'est que quand vous restez sur leur plateforme, à travers l'utilisation que vous avez de la plateforme, par exemple en passant du temps sur une publication, en mettant un like, en repostant une publication, etc.,
ça permet à la plateforme de mieux vous connaître et par conséquent, elle peut mieux vous catégoriser et vous envoyer une publicité ciblée. Et donc, elle vend ce temps publicitaire à des annonceurs comme Adidas, comme Dynastar, enfin à toutes les marques. Et si vous voulez, c'est un tel marché que par exemple en 2024, le marché mondial de la publicité en ligne dépassait les 600 milliards de dollars et les prévisions de 2025 sont plutôt autour de 800 milliards de dollars. Donc c'est un marché énorme, c'est des enjeux énormes. Donc comment les plateformes font de l'argent? C'est en vendant des espaces publicitaires et également en vendant des données personnelles qui permettent ensuite de vous envoyer, là aussi, de faire des mailings, de vous envoyer de la publicité, etc. Donc là, je vais passer la parole à Thibaut qui va vous expliquer comment, sur les plateformes, on capte votre attention et ce qui change un petit peu dans le paradigme. Ouais, très bien Stéphanie, merci beaucoup. Du coup, comme l'a dit Stéphanie, on a vraiment un changement de paradigme entre les médias traditionnels. Donc, quand on dit médias traditionnels, on parle de télévision, radio, la presse écrite, etc. Et bah, depuis quelques années, du coup, les plateformes numériques, parce que bah, tout simplement, déjà, la publicité fait partie de l'économie de ces deux types de médias. Cependant, du côté des médias traditionnels, là, on a plutôt une diffusion unique avec un contenu identique pour tous, d'accord? C'est-à-dire que la publicité qui va être montrée sur TF1, sur France 2, etc., ben, en fait, tout le monde va voir la même. Alors que du côté des plateformes numériques, cette diffusion va être personnalisée pour chaque utilisateur. Elle va être personnalisée grâce, et ça on va voir juste après, grâce à des algorithmes de recommandation. Et donc le financement d'un côté, donc pour les médias traditionnels, c'est plutôt les publicités qui sont diffusées à grande échelle et également les abonnements. Et de l'autre côté, du côté des plateformes numériques, on a ici un financement plutôt sur des publicités qui vont être ciblées grâce aux algorithmes de recommandation, mais également la revente des données personnelles, parce que bah, on laisse toujours des données personnelles quand on est sur les réseaux sociaux, et également bah, certains abonnements. Voilà, les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est des plateformes gratuites. Pourtant, parfois, on nous propose de payer un abonnement pour avoir accès à plus de choses. C'est comme ça que le modèle freemium fonctionne. Du coup, on peut ici en conclure que le modèle économique des plateformes est donc plus précis, également plus rentable, mais il est aussi plus intrusif, bah, parce que voilà, il va utiliser vos données personnelles pour cibler les contenus et les publicités. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais peut-être juste très rapidement rechanger mon micro. Hop là. Je ne sais pas si peut-être là c'est mieux. Ok, très bien. Donc voilà, là je vous ai dit très rapidement que les algorithmes de recommandation, voilà, c'est quelque chose de très important sur les plateformes numériques. Voici quelques chiffres. Voilà, chaque minute, on a 360 000 messages, donc tweets, qui sont postés sur X. Chaque minute également, 500 heures de vidéos sont postées sur YouTube et 66 000 photos et vidéos sont postées sur Instagram. Donc tous ces chiffres en fait nous montrent à quel point bah, tout simplement il y a un nombre inimaginable en fait de contenu qui est posté et du coup bah, c'est impossible de tout regarder. Voilà, 500 heures de vidéos sur YouTube, ça équivaut à peu près si on devait regarder toutes les heures de vidéos qui sont postées quotidiennement sur YouTube, il nous faudrait 80 ans pour regarder toutes les vidéos qui sont postées en une seule journée. Voilà, tout ça pour dire que les algorithmes de recommandation, ils ont été créés, ils sont nécessaires pour trier et hiérarchiser le contenu. Voilà, à la base, ça a été créé pour ça. Aujourd'hui, ils sont utilisés aussi pour bah, tout simplement cibler le contenu pour vous faire rester le plus longtemps possible sur les plateformes et pour vous proposer des publicités qui vont potentiellement plus vous intéresser que d'autres. Comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, ces algorithmes de recommandation, ils reposent sur l'analyse des comportements de l'utilisateur. Donc, les comportements de l'utilisateur, on peut appeler ça aussi signaux de classement. C'est le cas, par exemple, sur YouTube, c'est le cas également sur TikTok et sur plein d'autres réseaux sociaux et applications. On a, par exemple, les publications que vous avez aimées
et les publications que vous avez partagées, également les comptes que vous suivez sur Instagram, sur TikTok, etc. Les commentaires publiés font aussi partie de ces comportements qui sont analysés par les algorithmes. Les vidéos visionnées, donc c'est-à-dire que si vous regardez une vidéo qui dure 10 minutes, si vous la regardez 30 secondes ou si vous la regardez 9 minutes, bah, là, ça va totalement changer. Si vous la regardez 30 secondes, l'algorithme va comprendre que ce type de vidéo, ce type de contenu ne vous plaît pas, donc il ne vous en proposera plus. Par contre, si vous la regardez entière, bah là, l'algorithme va comprendre qu'il va falloir vous proposer plus de contenu de ce type, etc. On a également la localisation. Donc ça, c'est vous, si vous acceptez que l'application, tout simplement, ait accès à votre géolocalisation. Les recherches que vous faites sur Internet et bien sûr, lors de la création d'un compte sur un réseau social, etc., vous avez plusieurs paramètres à rentrer lors de la création, comme la langue que vous parlez et également les centres d'intérêt. Voilà, sur TikTok, au début, quand on crée son compte, on va avoir tous les centres d'intérêt, par exemple le sport, le cinéma, et ça va beaucoup influer sur le contenu que l'algorithme va vous proposer. En bref, plus l'utilisateur interagit avec une plateforme, plus il fournit de données. D'accord ? Si je reste 4 heures sur TikTok, en fait, là, l'algorithme il va beaucoup plus me connaître que si je reste seulement 10 minutes. Plus je fournis de données, plus l'algorithme devient ensuite performant et va pouvoir me proposer du contenu beaucoup plus ciblé et des publicités également beaucoup plus ciblées. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est un mécanisme qui est très très important dans l'économie de l'attention. Et on a également d'autres mécanismes qui sont mis en place par les plateformes. Donc tout ça, en fait, on appelle ça le design persuasif. C'est en fait l'ensemble des techniques de conception qui va être utilisé pour influencer des comportements ou des décisions. C'est pas uniquement destiné à des plateformes, d'accord ? Il y a aussi pas mal d'exemples dans la vie réelle. Par exemple, on va avoir le design persuasif à Londres il y a quelques années, des ballot bins, donc c'est-à-dire des boîtes où en fait on pouvait mettre ses mégots de cigarettes ont été installés. Et là, en fait, le but c'était de poser une question en mode sondage. Donc c'était pour vous, quel est le meilleur joueur de foot au monde? Et il y avait Zidane et Ronaldo, et en fait les fumeurs pouvaient voter en mettant leur mégot dans telle ou telle boîte. Ça, c'est un design persuasif. Sur les plateformes, c'est la même chose, mais le but ici, c'est de vous faire rester le plus longtemps pour que les plateformes gagnent le plus d'argent. On a par exemple la lecture automatique, donc qui s'appelle aussi autoplay. Donc ça va être beaucoup sur Netflix, ça va être sur Spotify, Deezer, etc. C'est tout simplement quand vous lancez un épisode sur Netflix, le prochain épisode va tout de suite se mettre en route après seulement 3 secondes de battement. En fait, c'est pour éviter cette friction-là qui vous permettrait en fait de tout simplement quitter l'application. Le scroll infini, c'est pareil, ça, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était la pagination, on en a encore sur Google, d'accord ? Quand on va sur Google, on a toujours une fin de page et on doit passer d'une page à une autre. Sur Instagram, tout simplement, on peut scroller à l'infini. Ça également, c'est un des mécanismes qui permet de capter l'attention. Les notifications, bien sûr. Pour information, les jeunes reçoivent à peu près, les jeunes, je veux dire, de 11 à 14 ans, reçoivent à peu près plus de 240 notifications par jour. Donc voilà, c'est quand même assez important. On a également les récompenses aléatoires qui jouent ici sur la dopamine, etc. La gamification, donc là, on va avoir ça par exemple sur Duolingo, d'accord, qui est censé à la base être une application ludique pour l'apprentissage d'une langue. Et en fait, ils l'ont totalement changé pour en faire un espèce de jeu vidéo où en fait, il va falloir revenir tous les jours pour gagner plus de points, pour garder sa série. Voilà, je pense que vous connaissez sûrement cet exemple. Et pour finir, les contenus éphémères. Donc là, ça va plutôt être les stories sur Instagram, sur Snapchat, d'accord, des contenus en fait qui vont rester que 24 heures par exemple en ligne et qui vont en fait du coup jouer sur la FOMO qui est Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Et donc là, ça joue en effet sur nos biais cognitifs, sur la psychologie humaine, et c'est là tout le principe du design persuasif. Donc ça, bien sûr, on a toute une grande partie dans notre projet YAP qui explique tous ces mécanismes bien plus en détail, avec beaucoup plus d'exemples, et c'est très passionnant.
Pour très bien comprendre un peu comment ça fonctionne, bah, ça c'est en fait un schéma qui a été théorisé par Nir Eyal. Donc Nir Eyal, c'est un conférencier et chercheur américain qui a travaillé sur la théorie de l'hameçonnage, donc de Hook en anglais. Et donc en fait là, le but de cette théorie, c'est qu'elle est basée sur 4 choses. Pour créer une habitude chez le consommateur, il faut toujours avoir, pour commencer, un déclencheur. Quand on parle de déclencheur, on peut avoir des déclencheurs internes et des déclencheurs externes. Déclencheurs internes, ça peut être tout simplement des choses liées aux émotions, telles que l'ennui, la solitude. D'accord ? Si on est ennuyé, si on est seul, on va peut-être sortir son téléphone et aller sur Instagram. Les éléments déclencheurs externes, ça va être bien sûr les notifications, la publicité, les avis positifs sur Google, les vidéos virales. L'action, ça peut être tout simplement l'ouverture d'une application ou poster une photo sur Instagram, poster une vidéo sur TikTok, poster un commentaire également. Ça, c'est l'action. Cette action doit découler à une récompense. Cette récompense, la plupart du temps, elle est variable. Donc, ça peut être, par exemple, si on poste quelque chose sur Instagram, ça va être des likes, des commentaires, des réactions, etc. Ça va procurer un plaisir, d'accord, chez la personne qui vient de poster la chose sur Instagram. Et donc, cette personne va investir. Elle peut investir plein de choses. Elle peut investir de son temps dans l'application. Quand elle investit de son temps, elle va également investir des données personnelles et elle peut également investir de l'argent. Comme je vous ai dit, parfois, maintenant, même si ces applications sont gratuites, elles vous proposent d'avoir plus de fonctionnalités si vous payez un abonnement, etc. Donc, certaines personnes vont investir aussi de l'argent. Voilà un peu pour comment fonctionne cette théorie. Très rapidement, un autre exemple, je vous le fais avec Duolingo. Je pense que vous connaissez tous cette application. Le déclencheur, ça va être tout simplement soit une notification de Duolingo qui va vous dire vous allez bientôt perdre votre série, ou tout simplement, vous, tous les jours, vous avez peur de perdre votre série. Donc, vous allez sur Duolingo et vous faites 2 minutes de leçons pour ne pas perdre cette série. Ça, c'est le déclencheur. L'action, c'est je vais sur Duolingo, je fais ma série. La récompense, ça va être la série, va être tout simplement, vous allez gagner un jour en plus dans votre série, vous allez également gagner des badges, vous allez gagner des points de récompense. Voilà, ça c'est la récompense. Et l'investissement, ça peut être, vous allez faire une autre série, par exemple, ou vous allez changer votre avatar, parce que sur Duolingo, on a un avatar qu'on peut changer de couleur, etc. Ça, c'est également un investissement. Et le but, en fait, de tout ça, c'est que y ait une habitude qui se crée de jour en jour jusqu'à la fin. En fait, il n'y a même plus besoin de ce schéma de Hook parce qu'en fait, l'habitude sera créée et vous reviendrez tout simplement sur l'application de vous-même un peu par réflexe. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne cette captation de l'attention par les plateformes. Et on a encore plein d'autres exemples qui sont expliqués dans le projet YAP, qui sont très passionnants également. Donc là, je repasse la parole à Stéphanie pour vous parler de la suite. Alors, pourquoi on a pensé que ce sujet de l'économie de l'attention était intéressant pour les jeunes? Parce que, vous savez tous, et vous y êtes tous confrontés, les jeunes sont une cible directe des stratégies de captation des plateformes. Et l'idée, c'était de dire, en sensibilisant les élèves à ces thématiques, on les forme à être des citoyens éclairés parce qu'on leur explique comment fonctionnent ces plateformes, on leur fait comprendre dans quels mécanismes ils sont impliqués pour leur permettre ensuite d'avoir un regard critique et d'essayer de maîtriser un petit peu, de décider un peu plus de la manière dont ils utilisent ces plateformes. Par ailleurs, pourquoi on s'est dit qu'on allait mener ce sujet dans les établissements scolaires avec les enseignants? L'idée, c'était d'avoir un effet de levier. Vous allez le voir, en fait, les enseignants sont un élément clé dans la diffusion de cette sensibilisation. Et d'autre part, on s'est dit que c'était un sujet qui pouvait toucher de nombreuses disciplines.
On peut se dire que, par exemple, les algorithmes de recommandation, ça peut être en cohérence par rapport à des sujets de mathématiques, ensuite, par exemple, le développement des GAFAM, ça peut être un sujet qui peut être traité en langue vivante, en anglais, par exemple, l'impact des contenus, du modèle économique des plateformes sur les contenus que l'on met sur ces plateformes, c'est des sujets qui peuvent être traités aussi bien en français qu'en histoire. Donc, on s'est dit que ça pouvait être assez vertueux et que ça pouvait s'intégrer assez facilement, enfin pas assez facilement, mais que ça avait du sens d'intégrer ça dans le cadre scolaire. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter le projet YAP, qui s'appelle Your Attention Please. Donc, en quelques mots, l'objectif tel qu'il a été présenté à l'Europe, Erasmus+, qui est le financeur, c'est de dire on souhaite faire une sensibilisation citoyenne des élèves de 11 à 15 ans, donc en gros, c'est de la 6e à la seconde, aux enjeux de l'économie de l'attention. Donc, le projet est dirigé et porté auprès de l'Europe par Cocoya Think Lab, mais il est fait en partenariat avec d'autres structures françaises. Vous en avez une à travers Thibaut qui travaille pour Grizzly Tech, il y a Digi Activity, et puis des structures belges, Média Animation, et une structure portugaise qui s'appelle Edruptiva. Ce projet, c'est un projet qui va durer 3 ans. On va dire que les 2 premières années, c'est la construction du dispositif, et la dernière année, c'est la communication et la dissémination du projet. Donc, on l'a commencé en décembre-janvier 2025 et on va le terminer en novembre 2027. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les enseignants sont un pilier de ce dispositif. Pourquoi? Parce que, en gros, la plateforme YAP, en fait, c'est une plateforme. Les images que vous voyez là, c'est des images qui sont sur la plateforme, sur le site web qui existe déjà. Donc, sur cette plateforme Your Attention Please, il va y avoir un kit d'auto-formation. Peut-être tu peux aller sur le slide suivant, Thibaut. Encore suivant, on reviendra en arrière après. Voilà, il va y avoir un kit d'auto-formation pour les enseignants avec un module 0 qui est un module introductif où il y aura les bases de l'économie de l'attention, les usages des jeunes des plateformes numériques pour être en capacité de se mettre dans la peau des jeunes, et la posture que l'on propose aux enseignants dans justement ces actions de sensibilisation, parce que c'est un peu un sujet où en gros les jeunes savent beaucoup mieux utiliser ces outils et ces plateformes que nous, et en termes de posture, c'est très important d'avoir une certaine humilité vis-à-vis de leurs usages et de se positionner vraiment un peu comme Socrate, à faire avancer le débat, à proposer faire rebondir l'argumentation pour développer vraiment leur esprit critique. Et ensuite, donc ce module introductif sera obligatoire et il y aura 3 modules qui sont indépendants. Un module 1 sur le modèle économique des plateformes, comment on transforme notre attention en valeur économique. Ensuite, le design de l'attention. C'est les outils qui sont intégrés dans les applications et qui sont conçus pour orienter nos habitudes numériques et augmenter notre volonté d'utiliser ces plateformes. Et le 3e point, c'est en quoi les logiques de la captation influencent les contenus et les comportements que l'on a. Si on revient juste sur le slide précédent, en termes de timing, toute cette partie de kit d'auto-formation qu'on est en train de faire dans chaque pays avec les enseignants en co-construction sera en ligne à partir du 30 avril 2026. Donc, c'est dans pas très longtemps. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le co-design d'activités pédagogiques. Donc là, peut-être tu peux aller 2 slides plus loin. Voilà. Donc, dans chaque pays, il y a 10 enseignants qui travaillent
sur des idées d'activités pédagogiques qui peuvent être intégrées dans différentes matières. Ces activités seront testées dans chaque pays dans 9 classes. Et ensuite, à la fin, sur le site, vous allez trouver 15 activités, au moins dans 4 disciplines. C'est une base, c'est pour donner des idées de ce que vous pourriez, en tant qu'enseignant, faire dans vos classes. Donc, si on revient sur le planning, les fiches pédagogiques, les activités pédagogiques seront en ligne sur l'année scolaire suivante, donc 2026-2027. Elles seront là le 30 novembre, finalisées le 30 novembre 2026. Donc, si ensuite on vient sur la fin du projet, voilà. Donc, comment vous pouvez participer ou être informé de ce projet? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez nous suivre sur la page LinkedIn pour connaître nos actualités. Vous pouvez trouver les ressources pédagogiques sur notre site web à partir du 20 avril. Néanmoins, sur le site web qui est là sur yourattentionplease.eu, vous avez un formulaire de contact. Si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à en faire part. Et ensuite, à partir de l'année scolaire 2026-2027, on viendra dans les établissements scolaires pour faire une présentation du projet. Donc là, ça sera à la demande pour présenter en détail le kit d'auto-formation, pour présenter les outils, les fiches pédagogiques, vous donner des exemples, vous faire un retour d'expérience sur le pilote et vous aider à mettre en œuvre ces actions de sensibilisation auprès de vos élèves dans vos établissements. Et c'est peut-être des actions qu'on va commencer peut-être même à la fin de l'année 2026, là, peut-être en mai-juin. Voilà, donc là, place libre aux questions. On est là pour vous répondre. Alors, Stéphanie, dans le chat, il y a qui demande si une académie est intéressée, comment fait-elle pour s'engager? Alors, vous pouvez prendre le micro si vous voulez, comme ça vous pouvez préciser la question et peut-être nous dire dans quelle mesure vous aimeriez vous engager. Alors oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis la référente académique en éducation aux médias et à l'information de l'Académie. Donc, je remercie Monsieur Vigier d'avoir répondu à mon mail et de m'avoir permis d'assister à votre webinaire. Le sujet que vous portez nous intéresse tout particulièrement dans l'Académie. Et on a déjà une action de formation inscrite au plan académique de formation pour les enseignants. Là, il y a d'ailleurs une des formatrices qui est connectée avec moi, mais on aimerait aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu isolé sur cette question-là. En fait, on y réfléchit au sein de l'académie et on aimerait vraiment y aller plus loin. Et le fait d'être dans une dynamique comme la vôtre, ça serait très intéressant et stimulant, je pense, pour les deux formatrices qui avancent seules sur ce projet pour former les enseignants, en fait. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est tout à fait possible. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on ait une réunion, un échange pour voir dans quelle mesure on pourrait coopérer ensemble. Oui. Donc, vous voyez, là, vous avez l'adresse contact@cocoyathinclub.com. Vous pouvez nous envoyer un email en donnant vos disponibilités. Et on va organiser une réunion avec Thibaut, moi et Fabienne Salette qui est en ligne ici et qui travaille sur toute la phase conception d'outils pédagogiques. Actuellement, c'est en cours. Donc, on va définir ensemble comment on peut coopérer avec plaisir. C'est noté. Merci beaucoup pour votre réponse. D'accord. Et donc, je vois que la DRAN de l'Académie, vous êtes également intéressé. Je pense que c'est pareil. Vous nous envoyez un email en nous disant quelle serait votre disponibilité et on organise une réunion pour aller plus loin dans la coopération. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on pose la question, cette formation peut aussi avoir lieu sur un établissement. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis principale adjointe sur un établissement. Et quand j'entends les personnes qui sont intervenues avant, ben voilà, ça, c'est plutôt pour un collectif, en fait. Si la DRAN souhaite mener une action, et je me demandais si, juste pour un établissement scolaire, c'était envisageable. Alors, donc, vous souhaitez former vos enseignants, c'est ça? Bah déjà, il faudrait que je leur en parle. Hein. Ouais. Non, mais Alors, est-ce que c'est possible au niveau d'un établissement scolaire ou est-ce qu'il faut que je fasse remonter cette formation au niveau de la DRAN de Versailles, en fait? alors, ma question. Alors, en fait, la plateforme YAP, peut-être tu peux partager la plateforme, Thibaut. La plateforme mettra en ligne à partir de fin avril 2026 l'ensemble des modules dont je vous ai parlé tout à l'heure, module 0, 1, 2, 3, qui est en fait un kit d'auto-formation des enseignants sur la thématique de l'économie de l'attention. D'accord. Donc, ça veut dire que ce kit sera accessible à tout le monde, en fait. Et je vois que pose la question, est-ce ouvert aux enseignants ou cela peut-il concerner des animateurs d'activités liées au numérique en école? Ça concerne tout le monde. Toutes les personnes intéressées pourront avoir accès à ce kit d'auto-formation. Donc, c'est vraiment entièrement ouvert. Et dans un second temps, à partir de novembre 2026, seront mises sur la plateforme les fiches d'activité pédagogique. L'idée, c'est que les enseignants puissent être en totale autonomie par la suite pour mettre en place ces sensibilisations dans leur établissement scolaire, compte tenu de la politique que vous décidez au sein et des priorités que vous décidez au sein de votre établissement scolaire. Très bien, je vous remercie. Et donc, juste, je voulais savoir, ça c'est une thématique que vous traitez déjà, que vous aimeriez traiter? C'est une thématique qui est déjà présente dans l'éducation média et à l'information dans notre établissement. Mais on pourrait avoir un point de vue différent, en fait. Voilà, c'est juste pour avoir de nouvelles ressources et une autre entrée. Voilà. D'accord, je comprends tout à fait. D'accord, très bien. Thibaut, est-ce que tu peux partager la plateforme? Voilà. Là, normalement, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme. Si tu balayes un petit peu, donc là, on explique plus en détail qu'est-ce que le projet. On explique les activités et résultats du projet, un petit brief sur ce que c'est que l'économie de l'attention, l'impact sur les adolescents. Ensuite, il y a comment participer dans les différents pays. Au Portugal, en Belgique et en France. Tu peux peut-être dérouler sur la France. Voilà. Donc là, on travaille, et ça, je dis ça pour les autres académies qui ont été intéressées. C'est vrai que là, on travaille en priorité avec l'Académie de Versailles pour le lancement de ce projet. Donc, si vous le souhaitez, on peut l'étendre aussi à d'autres académies, à voir comment on peut harmoniser les contributions des différentes académies. Ensuite, plus bas, il y a les différentes structures qui participent. Donc, on vous a parlé Cocoya, Grizzly, DJ Activity, Média Animation et Edruptiva. Et le dernier point, c'est là, c'est formulaire de contact Belgique, mais voilà. Dès que vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire.
on est réactif, on est preneur de toutes vos suggestions. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut terminer là. Juste, je voulais préciser que cette présentation est faite dans le cadre des Erasmus Days. Donc, le projet est financé par Erasmus et cofinancé par l'Union européenne. Et donc, et les partenariats que nous avons au niveau des différentes de l'Académie de Versailles et potentiellement de nouvelles académies sont absolument clés pour la mise en œuvre de ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.